Bonjour, je m'appelle Morrigan Walker et je te propose aujourd'hui une interview, que dis-je? L'interview, the interview de la... The mouse of the question of the life. Bon bref, une interview de type interviewé sur notre couple de la part de Ouest France. On espère que vous Big allez... up. Merci à Canel d'ailleurs, la journaliste qui est venue. On vous fait des bisous, on vous laisse regarder. On sait pas combien de temps ça dure parce qu'on n'a pas encore fait de montage. Donc ce sera la surprise. Salut. Vous pouvez vous présenter tous les deux pour... Non, les femmes d'abord, chérie. Bah, moi je m'appelle Ludivine, donc j'ai 35 ans, 36 bientôt. J'étais graphiste pendant 12 ans à peu près. J'ai décidé de me reconvertir dans le milieu de la rédaction et de l'écriture, vu que c'est quelque chose que j'aime depuis très très longtemps. J'ai eu plusieurs opportunités, donc je les ai saisies. Et puis en parallèle de ce repositionnement, j'ai repris des études en licence de lettres avec l'université de Rennes. Et vous, monsieur? Du coup, c'est Stéphane, j'ai 25 ans, j'ai un bac pro électrotechnique, mais je m'en suis jamais servi. Ça ne sert pas. J'ai bossé 2 ans dans la métallurgie. J'ai eu un accident de vie, on va dire. T'as fait les pompes funèbres. Ensuite de ça, j'ai bossé 1 an dans les pompes funèbres, et puis après, Maintenant, t'es dans familial. Oui, mais au pire, c'est ma phrase. Mais C'est je à moi résume après. parce que je te connais, tu Mais veux tu passer rigoles. 3 heures. Et du coup, maintenant, oui, j'ai fini dans familial. C'est une vidéo que vous pensiez peut-être retourner Dans le funéraire, ouais, j'ai un projet d'ouvrir une maison funéraire un petit peu dans ce genre nouveau, avec des matériaux éco-responsables et avec plusieurs types de prestations. D'accord. Et ça serait sur Saint-Brieuc? Ce sera sur là où on sera d'ici 4-5 ans. Ce sera en mais- Bretagne, c'est Ouais. probablement sûr. Après, Cendrieux, ça va dépendre d'où on va pouvoir Ouais. acheter ou faire construire dans quelques années, quoi. D'accord. Donc vous, Ludivine, vous êtes handicapée physique depuis toute petite ou Moi, je suis née comme ça. Vous êtes née comme ça. Et est-ce que vous faites partie d'une association J'essaye de militer un petit peu dans mon coin avec mes réseaux sociaux et mes supports à moi. J'ai fait partie pendant un temps de l'APF et de l'AFM quand j'étais beaucoup plus jeune. L'APF, c'est l'Association des paralysés de France. Et l'AFM, c'est l'Association française des myopathies. Même si ces associations sont très utiles pour militer auprès du gouvernement pour différentes questions d'actualité comme l'accessibilité, ce genre de choses. À titre plus personnel, je ne m'y suis pas forcément retrouvée et je préférais militer d'une autre manière et m'investir dans le milieu du handicap avec un point de vue un petit peu plus personnel qui ne rentrait pas forcément dans le cadre de ces associations qui sont pourtant très utiles pour des questions plus larges. Et vous dites que vous souhaitez pas, que vous ne vous y retrouviez pas. C'est pour ça que vous avez mis en place tous ces réseaux sociaux. Bah oui, enfin, j'ai pas toujours parlé de handicap sur mes réseaux sociaux. C'est quelque chose c'est une question avec laquelle j'ai pas toujours été très à l'aise. J'avais plutôt tendance à fuir tout ce qui justement avait rapport au handicap il y a quelques années. Je vivais dans un milieu avec mon ex-conjoint qui était pas forcément très, très joyeux, très heureux. Et le handicap, c'était quelque chose que j'évitais parce que c'était pas une question qui me rendait très heureuse. Et puis quand j'ai rencontré monsieur à côté de moi, ma vision a changé. J'ai commencé à comprendre certaines choses et à avoir besoin de servir à quelque chose en fait, et je me suis dit que ma situation, ma vie, mes choix pouvaient peut-être parler à d'autres et les inciter à vivre mieux et à ne pas vivre comme moi j'ai vécu pendant des années avant, c'est-à-dire misérablement. Et d'ailleurs, depuis quand vous vous connaissez?
Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans au mois de mai. Ouais, 2 ans au mois de mai, ouais. Et donc, vous étiez en couple à ce moment-là ou... Oui, j'étais en couple, j'étais en fin de couple. Et puis voilà, j'avais en plus eu des graves problèmes de santé. J'avais fait une embolie pulmonaire, j'avais été hospitalisée. J'avais eu des graves soucis au niveau des jambes, des graves soucis d'œdème. J'étais en convalescence. Enfin, c'était une période un petit peu compliquée. Et puis. C'est pas indiscret, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors là, en fait, je jouais beaucoup aux jeux vidéo sur Internet. Et elle a joué à un jeu. Et il y a eu une grosse compétition. H1Z1. Et en fait, Moi, elle diffusait en direct sur Twitch. J'étais streameuse, j'avais une chaîne d'animation où je jouais et on m'animait en direct. Et on s'est rencontrés comme ça, il est arrivé sur ma chaîne, il est sur le jeu auquel je jouais. On a commencé à discuter, on a discuté après en privé. Et puis après, c'est parti en couille. et puis après, ça nous a un petit peu dépassés. Et puis voilà, on s'est vus. Et au moment où vous discutiez, vous saviez pas qu'elle était forcément... Si, parce qu'il y avait la cam, enfin je la voyais dans puis son je m'en environnement. cachais pas, D'accord. j'avais commencé déjà à l'assumer publiquement, j'en parlais un petit peu sur la chaîne et je me montrais à la cam, donc si, je le savais. Oui, c'était assumé, oui. Et donc, à partir de ce moment-là, donc vous avez commencé à vous êtes mis en couple à partir de... Le 30 septembre, on va dire. On a été plus ou moins en couple avant, mais, pour diverses raisons, on n'a pas pu se voir. Notre relation, au début, n'a été qu'une relation à distance. De juin à septembre, c'était que à distance. On s'est vu en fait pour la première fois en septembre. Le 30. Alors qu'on a commencé à vraiment avoir des sentiments forts fin juin. On a passé tout l'été comme ça. Et puis le 30 il est venu, on s'est vu 5 jours. Il est resté 5 jours à la maison, on s'est dit on fait 5 jours de test, voir comment ça se passe. On était tous les deux très amoureux l'un de l'autre, puis on n'avait pas envie d'une relation à distance, donc au bout de 5 jours il a dit c'est bon, je vais chercher mes affaires. Et je reviens. Il est revenu au bout de 3 jours et il est reparti. Et vous habitiez où? J'habitais dans l'Oise avant, en Picardie. Et ça fait pas très longtemps que vous êtes mariés? Non, d'ailleurs nos alliances sont cassées. Ça fait un mois, depuis le 11 mai. Et comment votre entourage il a accueilli la nouvelle? Bon, très bien, enfin, de mon côté, très bien. Ils se sont enfin dit une nana capable d'assumer les conneries de son mari. Parce que moi je suis peut-être handicapée, mais... Elle est pas la première pour faire la con. Je suis pas la seule atypique du couple. Donc non, mais on a tous les deux des caractères très... dérivants. Non, mais après, très extravertis. On a des personnalités un peu atypiques. Du coup, on s'accorde plutôt bien. Et que ce soit de mon côté ou de ton côté, même si j'avais peur que ta famille me rejette, et finalement, ça a été tout le contraire. Oui. Et vous, votre famille s'est pas inquiétée? Non, mon ancien conjoint, ma famille ne l'avait jamais accepté. J'ai mis 15 ans pour me rendre compte qu'il n'avait pas complètement tort. Mais du coup, quand je leur ai présenté Stéphane, qui est tout ce qu'il voulait... c'est un peu arrivé en terrain conquis quand même. Tout ce qu'il voulait chez un gendre, il est arrivé, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire pour les convaincre. D'accord. Voilà. Et donc, aussi, j'ai remarqué sur votre chaîne YouTube, donc vous avez pris les surnoms de Morrigan et Kemio. Alors, ça correspond à quoi? C'est par rapport aux jeux vidéo? C'est ça? Moi, oui, Kemio, c'est mon pseudo de jeu. D'accord. L'histoire, c'est, si vous voulez savoir comment ça a été créé, j'ai tapé 5 lettres au pif sur mon clavier, voilà. Moi, Morrigan, en fait, je voulais pas me servir de mon vrai prénom et de mon vrai nom de famille pour mes activités sur Internet, que ce soit pour le blogging, que ce soit pour YouTube, que ce soit pour tout ce qui est en rapport avec le jeu vidéo. Même votre adresse mail? Voilà, enfin mon adresse mail, elle est liée au blog, c'est pour ça, mais je voulais pas afficher mon nom et mon prénom parce que je voulais quand même garder une certaine vie privée et même plus tard, j'ai pensé au fait, vu que j'écris un roman et que j'aimerais le faire publier, si je dois utiliser un nom, ce sera un nom d'auteur et pas mon nom, par désir de préservation de ma vie privée. Donc même si ça se trouve ça ne fonctionnera pas du tout ce que je ferai et que je serai une parfaite inconnue, je préfère anticiper. Du coup j'ai voulu prendre un pseudonyme et puis vu que j'étais passionnée par la légende arthurienne, je cherchais un nom un petit peu féminin avec une consonance un peu bretonne et puis voilà. Au fil de mes brainstorming, j'ai trouvé Morrigan. Et moi j'ai rajouté le Walker. Et toi t'as rajouté Walker. Mais c'est drôle, Walker, pour une nana handicapée. Voilà, Walker, parce que ça veut dire marcheur et que c'était drôle.
drôle et on aime bien faire dans le second degré. Et du coup, cette chaîne, elle vous est venue, l'idée vous est venue comment et quand? C'est pas de nous, déjà. Pas de on va pas revendiquer la paternité du concept parce que c'est pas de nous. Oui, c'est un petit couple d'Américains qu'on a découvert. On les a d'ailleurs mis en chaîne favorite, notre chaîne YouTube. Donc Shane et Anna, Square Me and Drugs. C'est pas facile. On est tombé sur leur chaîne un soir vraiment totalement par hasard et on a vraiment adoré le concept, parler aussi librement du handicap et surtout du couple valide-invalide, parce que même eux qui en parlent tous les jours ou presque, qui font des émissions télé, qui écrivent des livres et tout ça, ils ont toujours des commentaires, toujours des choses très désagréables, négatives, des gens qui ne croient pas en leur relation, qui s'imaginent que, puisque c'est Anna qui est valide dans leur couple, qui s'imaginent que Anna est avec Shane par intérêt ou parce qu'elle y trouve un attrait financier ou ce genre de choses. Il y a encore tellement de gens qui ont une vision de l'invalidité où on peut pas être en couple avec quelqu'un de normal, que quelqu'un de normal ne peut pas aimer quelqu'un de handicapé. Ouais. Même nous, on s'en rend compte quand on sort dehors dans les magasins, les gens nous regardent, les gens s'adressent à mon mari en priorité parce qu'ils pensent que je ne peux pas parler, donc... Moi je le renvoie gentiment, posez-lui la question, elle est là. Voilà, et puis des fois, quand on sent vraiment les regards insistants, on fait exprès de s'embrasser. Mon mari adore faire exprès de m'embrasser au milieu des rayons, comme ça après on voit les regards un peu interloqués, ça nous fait bien marrer. On en joue un petit peu, parce que quand on voit les gens mal à l'aise ou qui se posent des questions, on fait exprès de rentrer dans ce qu'ils veulent pas voir quasiment, ou ce qui les effraie justement pour leur mettre un peu la tête dans l'eau en fait finalement. Donc, et ça vous a déjà amené à avoir des discussions avec des patients qui vous regardaient et vous êtes allé droit au but? Non, des discussions, non. Par contre, on a des gens qui nous ont parlé d'un couple de personnes âgées une fois à la casse à chien. Ah oui. Je sais pas si tu te rappelles, qui nous trouvaient très mignons et tout. Ils disaient vous êtes trop mignons. Mais c'était pas des gens qui avaient une démarche de curiosité à la base. En général, les gens qui sont surpris quand on s'embrasse parce qu'ils réalisent que non, ce n'est pas mon aidant, non, ce n'est pas mon assistant de vie, sont tellement choqués qu'ils s'en vont en fait. Il n'y a pas de démarche de venir nous parler ou quoi que ce soit. Non. Donc, pourtant, on est plutôt demandeurs en règle générale. Pourtant, nous, on ne peut fermer à l'idée qu'on vienne nous parler. Clairement. Je fais pas de mon handicap un tabou, donc ça me dérange pas de répondre aux questions des gens. Si ça peut permettre de faire évoluer des mentalités avec un petit peu de pédagogie, pourquoi pas. Et vous pensez à intervenir dans des lieux publics, comme des écoles ou des choses Si on me proposait, j'y réfléchirais potentiellement si ça pouvait contribuer justement à changer un peu le regard des gens. Mais après, voilà, je sais pas si moi, plus que quelqu'un d'autre... on n'a pas la légitimité de faire ça. Si on nous faisait intervenir, oui, je pense que ça pourrait être intéressant. Comme on n'a pas forcément de tabou. Et même quand on est entouré d'enfants, on aime bien voir l'influence qu'on a, que ce soit par rapport à nos amis qui ont des enfants ou à notre famille qui sont habitués du coup à me voir. On aime bien faire la comparaison entre les enfants qu'on croise justement dans les supermarchés et les enfants qu'on a à la maison parce que c'est des enfants des amis. Il y a de la famille, au début il y a des enfants de la famille des amis, il y a un regard un peu interrogé, interloqué, tiens pourquoi elle est comme ça, pourquoi il regarde beaucoup le fauteuil, puis au bout d'un moment ça dure pas longtemps, ça dure 10 minutes, ça a duré généralement les quelques minutes. Et des fois d'après, c'était... Tiens, vas-y, claque-moi ça. Et maintenant, nous, on a des retours de la part de nos amis et de notre famille qui nous disent, maintenant, quand ils croisent quelqu'un en fauteuil roulant, ils sont hyper avenants, ils vont vers les gens, ils sont tous souriants, ils font des coucous et tout. Alors que moi, je peux constater tous les jours, quand on va au magasin et tout, que généralement, les enfants en bas âge ont tendance un petit peu à avoir un regard insistant, curieux, mais sont pas dans une démarche... c'est plus incompréhensif en fait. Voilà, c'est de l'incompréhension, alors que nous, les enfants qui évoluent dans notre cercle, ont tout de suite une très démarche ils sont très à l'aise avec les gens handicapés, et on se rend compte que du coup, c'est bien de les prendre tout petits et de leur montrer les choses. Finalement, parce que du coup, après, pour eux, une fois que c'est assimilé, quoi. C'est vrai que je pense qu'intervenir dans les écoles, ce serait pas mal, c'est pas bête. Et donc vous, le handicap, le fauteuil ne vous empêche pas de faire des choses, de bouger et vous parlez souvent d'aller faire des courses. Alors pour l'instant on y va à pied parce que on va recevoir une voiture, on croise les doigts en août. Et du coup on fait les courses à pied à Géant quand on peut, on soit il y a les Mobitubes. Des Mobitubes, c'est un transport en commun adapté. En porte-à-porte à la demande, donc ils nous emmènent où on veut dans les communes de l'agglo. Après le service des Mobitubes est très très bien, heureusement que ce service existe, mais il y a quelques petits... Quand on vit seul, ça doit être peut-être plus facile à gérer, mais quand on vit en couple, on
n'aime pas forcément tout anticiper. Et maintenant, il faut vraiment anticiper si on veut un horaire précis, que ce soit pour un cinéma ou quelque chose, il faut appeler 5 ou 6 jours en avance. Nous, on n'est pas forcément dans l'anticipation et on aime bien vivre un peu spontanément. Ouais, les MobiTube sont très bien, mais pas forcément adaptés à toutes les façons de vivre. Ouais. Donc c'est un service proposé là par la mairie, c'est un service payant c'est le prix d'un ticket de bus. C'est vraiment infime, c'est très bien. Ouais. Puis en plus, moi, vu que j'ai un besoin d'accompagnateur sur ma carnaval édité, mon mari ne paye pas quand il vient avec moi. Puis en plus, les chauffeurs sont tous très sympas. Ouais. Le service est très bien. C'est très cool, hein. Franchement, c'est génial que ça existe. C'est vraiment juste le problème de l'anticipation. Par exemple, si moi j'ai envie d'aller au cinéma le lundi, que je réserve pour le vendredi, il est fort probable que le vendredi, j'aurais plus spécialement envie, ou que j'aurai quelque chose qui se sera intercalé entre temps à faire pour le boulot ou autre, et que tout de suite ça devient plus compliqué parce que quand on annule, si on va annuler à la dernière minute, ça embête les chauffeurs, ça embête aussi l'organisation. Ça embête l'organisation, donc c'est pas toujours très très simple. Ce qui fait que on sort, mais on se contente du minimum. On sait que quand on aura la voiture, on sortira. Ça sera YOLO. Après, il existe aussi des sociétés privées de taxis aménagés qui, eux, par contre, peuvent du coup gérer la spontanéité. Mais du coup... Et sur Saint-Brieuc, vous savez si vous êtes beaucoup à utiliser les MobiTube? C'est une question. Je peux pas vous dire, mais je pense qu'il y en a quand même plusieurs centaines d'adhérents, je pense, hein, parce qu'il y a combien de chauffeurs? À peu près une vingtaine, je crois, je voudrais pas dire de conneries. Je dirais entre une dizaine et une vingtaine. Puis en termes de planning, de toute façon, si j'appelle que 24 ou 48 heures avant, j'ai pas forcément les horaires que je veux. Et aussi, j'ai remarqué que dans vos vidéos, le sexe, c'était pas trop tabou. Et donc, pourquoi ça vous paraît important de justement de vous exprimer sur un sujet qui parfois peut être délicat, d'autant plus dans votre situation de couple valide-invalide qui, comme vous le dites, pose des questions. Moi, perso, j'ai été élevé dans une famille très ouverte d'esprit où il n'y avait pas de tabou, on pouvait parler de tout, que ce soit avec ma mère, avec mon père, et du coup, le sexe, c'est pas un tabou, et puis, comme on disait par rapport au handicap et au tabou qu'il y a autour en règle générale, nous, on essaye justement de casser tous les tabous, que ce soit le sexe, l'accompagnement, ou d'autres trucs, le quotidien. Donc, pour nous, ça fait partie de la démarche où il y a une démystification de la chose à faire et... On est très nature, même au quotidien, justement de par le fait que nos familles parlent librement de ce genre de choses. On n'a jamais vécu les questions sexuelles comme un tabou. Ça veut pas dire non plus qu'on va aller le faire en plein milieu du rayon moderne, mais on va se contenir quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même une sorte de... Déjà, de base, on vit dans une société où le sexe, c'est quelque chose de moins en moins qui est de moins en moins tabou, mais par exemple, c'est pas le cas pour les personnes handicapées. C'est-à-dire que il y a une espèce de tabou autour des personnes handicapées. Même à l'intérieur de nos propres amis, il y a des gens qui peuvent se demander comment, une sorte de petite curiosité un petit peu mal placée, en mode comment vous faites l'amour, quelle position vous faites, ça peut les intriguer, ce genre de choses. Nous, ça nous amuse de leur répondre parce que justement, on veut leur montrer que la bonne cuillère. On s'amuse, pas que ça, mais t'es con. On veut leur montrer qu'on s'amuse, voilà, et c'est vrai que c'est un problème qui est souvent aussi abordé par Shane et Anna dans leurs vidéos. Shane a un handicap qui est quand même plus lourd que moi parce que lui a les jambes tout le temps courbées, il peut pas les tendre, que moi quand même j'ai une bonne mobilité, je peux me mettre allongée dans le lit à plat, enfin. Voilà. Donc eux, les gens, c'est pareil, ils ont tendance à être un petit peu intrigués, à croire qu'ils ont pas de vie sexuelle parce que le handicap de Shane ne le permet pas, alors que si. Mais bon, eux, ils ont pas spécialement envie de détailler des positions. Ils sont peut-être moins ouverts que nous. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à voir aussi. Oui, puis nous, c'est un sujet. On va pas répondre à la question des inconnus. Je pense pas qu'on ferait une vidéo pour détailler. Un jour, on montrera. Bon, on changera de plateforme de cette vidéo. Je pense pas qu'on ferait une vidéo là-dessus très explicite, mais disons que voilà, c'est... Beaucoup, on fera pas un schéma? Non, il faut que les gens aient conscience qu'il y a une vie sexuelle, et puis voilà quoi. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est asexué. Voilà, c'est le terme. Et est-ce que vous avez eu des retours déjà depuis la création de votre chaîne? Oui, les gens sont plutôt contents, en règle générale. Pour l'instant, ça demeure doucement. On a les abonnés qu'on connaît pas. Sinon, globalement, ça reste quand même des amis ou des amis ou de la famille pour l'instant. Nous, on cherche pas non plus spécialement à... La notoriété. Ouais, on cherche pas la notoriété. Après, si elle arrive que comme Shane et Anna, on commence à avoir plein d'abonnés, on sera content de contribuer à montrer aux gens
le quotidien, parce que voilà, on va pas se mentir, on fait pas non plus ça pour que ce soit que notre famille et les amis. On aimerait bien toucher un plus large public, mais bon, après voilà, si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça vient pas. Vous parlez beaucoup de chez Nana, ça vous tenterait de les rencontrer un jour Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais, ce serait cool. Bah là, on a déjà échangé un ou deux emails. Voilà, on s'est présenté, ils nous ont répondu, et puis voilà, on a échangé quelques mots. Ils veulent écrire un livre sur différents couples valides, invalides à travers le monde. À travers le monde, donc on a répondu à quelques petites questions. On va voir si ça les intéresse déjà. C'est un peu des modèles pour moi en fait, ce couple perso. Ils voyagent beaucoup, ils font beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, ils sont très. Enfin, pour moi, ouais, c'est un peu un couple modèle pour nous parce que c'est un peu le fer de lance en fait. On voit qu'ils ont un impact vraiment sur les gens qui les regardent. Ils sont passés dans des émissions télé aux États-Unis et ils ont vraiment contribué de certains projets de loi. C'est vraiment inspirant de voir que juste avec une chaîne YouTube et avec quelques vidéos de leur quotidien, ils peuvent s'élever un petit peu comme une voix de choses qui ne vont pas. Et j'avoue que quand je vois au quotidien toutes les choses, donc même en France, en général, les personnes handicapées servent d'argument pour les politiques à chaque élection, à chaque présidentielle, régionale, etc. On se fait des handicapés un chantier national et puis finalement, une fois que les gens sont élus, le chantier, ça devient un terrassement de jardin de 30 mètres carrés. Putain, la belle transition. T'as vu ça un peu ? Oh la vache. Mais c'est ce que vous ressentez, vous Oui. Même avec notre président actuel, notre bon président, Monsieur Macron, n'a pas manqué d'arguments pour l'électorat handicapé et qui se retrouve, aujourd'hui, on se retrouve toujours dans la même merde qu'avant. C'est que nous, on n'est pas à plaindre, mais il y a plein de choses. Je vois des personnes seules, handicapées, qui vivent dans des conditions financières déplorables. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler à côté, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et il y a des gens qui vivent dans des conditions de misère, qui sont obligés de se priver de manger pour pouvoir se payer une aide ménagère parce que c'est pas compris dans l'allocation qui est donnée par le gouvernement, qui ne comprend que telle ou telle prestation, ou qui sont obligés de se payer quelqu'un pour venir leur faire à manger alors que c'est pas compris non plus. Enfin, il y a tellement de choses qui sont révoltantes que si je pouvais avoir une toute petite influence pour faire changer les choses, je me dirais que j'ai pas servi à rien. Actuellement, vous ne pouvez pas vivre toute seule. Je pourrais vivre toute seule, mais pas à Saint-Brieuc. Quand j'ai vécu toute seule, j'étais à Rennes. À Saint-Brieuc, l'infrastructure, déjà au niveau du transport, n'est pas favorable aux personnes handicapées. On parle pas des mobitudes, on parle pas des mobitudes, je parle de tout ce qui est bus, transport en commun classique. À Rennes, le métro est accessible, les bus sont accessibles. Moi, quand j'y ai vécu pendant 1 an, je pouvais aller où je voulais, quand je voulais, de manière spontanée. J'avais à peine besoin du service en porte-à-porte Handistar. Et puis en termes de structure aussi pour le passage à domicile, moi j'ai beaucoup de besoins dans une journée, mais c'est des besoins très courts. C'est-à-dire que en 1/4 d'heure, en général, c'est plié. C'est-à-dire quand c'est pour aller aux toilettes, 10 minutes suffisent généralement. Oui. Et le problème, c'est que les structures sur Saint-Brieuc sont des structures qui facturent à l'heure ou à la demi-heure. Et c'est encore trop. Parce que du coup, j'ai pas besoin de tout ce temps-là. Et à la fin du mois, ça revient beaucoup plus cher que ce qui est donné, quoi. Oui. Donc, alors qu'à Rennes, vous avez des structures qui facturent au quart d'heure, qui sont spécialisées justement dans des prestations de courte durée. Tout est fait dans cette ville. Saint-Brieuc est encore très en retard. C'est une magnifique ville avec la mer à côté et tout. Franchement, c'est bien, c'est cool. C'est super beau, mais en termes de PMR, il manque quand même pas mal de choses. PMR, c'est personne réglée. Donc vous avez abordé dans une vidéo l'idée de reprendre une aide ou un aide à domicile. Je suis étudiante, donc du coup, parfois je suis amenée à devoir aller à la fac pour les examens ou pour faire différentes choses, même l'année prochaine, puisque je vais certainement passer mes examens sur Rennes vu qu'on aura la voiture. Donc c'est difficile pour lui de travailler tant que je suis étudiante. Il reste mon aidant familial pendant que moi je suis étudiante, et puis après, quand j'aurai terminé mes études, il reprendra ses affaires professionnelles telles qu'il veut les faire. Et puis à ce moment-là, effectivement, la compensation que Stéphane touche maintenant, enfin c'est le dédommagement comme ils appellent ça,
Ouais. Le dédommagement que Stéphane touche actuellement ne sera plus versé et sera donné à un organisme de prestataires à domicile en fait. Que l'objectif c'est vraiment que vous deux vous puissiez vous épanouir. Ah oui, c'est important pour moi que Stéphane puisse s'épanouir professionnellement. Même lui, il en a envie. Et puis nous, ça nous permettra... J'ai toujours bossé en plus, donc... Voilà, nous, ça nous permettra aussi d'acheter, de faire construire une maison. C'est un gage d'un peu plus de stabilité, parce que quand on va à une banque et qu'on nous dit, on demande quelque chose, on passe un peu pour des branques quand même, parce que vous gagnez quoi? Bah, une compensation... Je suis aidant familial. Ouais, je suis aidant familial, on nous regarde un peu... C'est précaire comme situation. Même s'ils cotisent à la retraite, c'est quand même précaire. Donc voilà, on peut pas baser notre vie là-dessus. Ouais, actuellement, là, vous êtes en location. Ouais. Puis même en termes de satisfaction personnelle, c'est quand même mieux de gagner son argent. Ouais, soi-même. Même moi, je le sens. Parce que j'ai pas l'impression de mériter. Ouais, voilà, en fait, je le ferais même s'il n'y avait pas cette compensation salariale. Elle est bien, elle est bienvenue, mais j'ai pas la sensation de mériter cet argent finalement. Question d'un peu s'engueuler à ce Ouais. sujet. J'ai pas cette sensation de faire quelque chose pour mériter ça, en fait. Parce que je le ferais même si j'avais pas cette... Oui, tu t'es mis avec moi par amour et oui, tu ferais ce que tu fais si je le ferais même si j'avais rien même derrière. S'il n'y a pas de dédommagement. Oui, voilà. Mais toi, ça te permet de pas t'occuper de moi pour des clopinettes non plus, parce que pendant ces années-là, au moins tu cotises. Oui, c'est ça que je... Et donc, cette aide à domicile, il s'organiserait comment et en fonction de votre emploi du temps? Bah, en général, moi j'avais j'avais un service comme ça avant il y a quelques années et en général on indique au service en question vers quel horaire on veut un passage et puis on a ce passage là quoi, à telle heure il y a une personne qui vient. En général, quand on est handicapé comme moi, on a en général un transit réglé. On a des horaires quand même, c'est-à-dire que moi par exemple je sais que le matin je me lève, donc je vais aller aux toilettes avec mon infirmier, parce que j'ai des infirmiers le matin vu des problèmes de santé que j'ai eu. Après moi je commence à travailler un peu à mon PC, je bois mon café, je sais que je vais aller aux toilettes ou avant de manger ou après manger. Ou les deux. Que je vais y retourner une fois dans l'après-midi, en général vers 15-16 heures. Une fois avant de manger avant de manger vers 19 heures. Une fois ou après aussi. Voilà, ou après, et puis avant de me coucher. Donc en général, c'est quand même rodé. Donc ça permet d'organiser un petit peu. Après, l'intérêt justement que Stéphane ait sa propre affaire, c'est qu'il puisse éventuellement intervenir en cas d'urgence. C'est-à-dire que si à un moment donné j'ai un besoin urgent et que y a pas de passage prévu à ce moment-là, bah lui, en gérant ses propres horaires, en étant à son compte, peut rentrer à la maison en urgence 5 minutes pour m'aider à faire ce que j'ai à faire et repartir. Parce que ça, c'est dans le cadre normal, quand tout va bien, parce que quand on parle pas des moments où elle est malade, ou des moments où elle a chopé froid, et du coup ça dérègle un petit peu son transit, et là, il y a des fois où... Il y a des fois où toutes les heures, il y a besoin d'y aller, quoi. Donc, et là, leurs organismes, justement, prévus, peuvent pas... C'est là la limite, en fait, finalement. C'est ça, ouais. Et donc, vous avez aussi le projet de voyager. Oui. Ouais. Et donc, vous attendez justement cette voiture. Pourquoi cette envie de voyager? Parce que je suis restée enfermée chez moi pendant des années. Par exemple, à titre d'exemple, je ne suis pas sortie de l'agglomération de Saint-Brieuc depuis 2005. Et là, actuellement, toujours pas. Enfin... Toujours pas parce qu'en fait, à part les Mobitube, je peux pas sortir de Saint-Brieuc. J'ai pas de véhicule adapté. Donc quand on va avoir la voiture aménagée là au mois d'août, ça va être la première fois que je sors de l'agglomération quand ça va arriver. Je pense que ça va être... Elle va pleurer. Oui. Rien que l'idée, ça l'a... Ouais, mais ouais, puis du coup, voyager, j'ai l'impression d'avoir un petit peu gâché ma vie pendant toutes ces années avant, de pas avoir fait tout ce que j'avais envie de faire. On a mis en suspens du coup l'envie d'avoir un enfant biologique pour justement rattraper le temps que Ludivine a perdu pendant ses 15 ans, et on se tournera vers l'adoption parce qu'elle a une pathologie en plus de ça qui... C'est possible, enfin ma question c'était, c'est possible pour, avec la maladie d'être maman? Enfin, maman biologique. Vivre une grossesse, oui, même s'il faudrait que ce soit très encadré. J'en avais parlé avec mon médecin. Et il faudra un suivi beaucoup plus pointilleux qu'avec une femme. Il faudrait que tu accouches à 7 mois dans aussi. Une pathologie qui n'aurait pas de pathologie, quoi. Et puis oui, il faudrait que j'accouche, il faudrait forcer l'accouchement par césarienne à partir de 7 mois et demi, quand le bébé est viable, on va dire, et qui termine en couveuse, parce qu'il est fort probable que mon corps souffrirait de 8e et du 9e mois, quoi, et que ce serait compliqué. C'est très compliqué parce qu'on ne peut que se projeter quand j'ai interrogé des professionnels. Pour eux, c'est difficile d'anticiper les choses comme elles se présentent, même si il n'y avait pas de contre-indication. Après, je pense que
en termes d'âge, j'aimerais vraiment profiter de la vie, de notre voiture et de ces 2-3 prochaines années. Donc ça m'emmène à peu près à 38 ans. Je sais pas si c'est bien sage de faire un enfant à 38 ans quand on est myopathe. On se posera la question à ce moment-là si jamais vraiment la question revient sur le tapis, en fonction de comment va mon corps à ce moment-là. Mais sinon, on est ouvert sur toutes on est ouvert sur toutes les nationalités. Mais l'adoption, c'est compliqué en ce moment. Ah oui, oui. C'est pour savoir est-ce que vous êtes renseigné sur quel pays prenez plus, parce que je sais qu'il y a des pays qui acceptent moins les mères célibataires, qui acceptent moins les parents homosexuels. Donc, on n'a pas encore réfléchi. Pour l'instant, dans notre tête, c'est très général, quoi. Mais l'envie est là. Ouais, l'envie est là. Nous, on a une vision très responsable au niveau de l'écologie, de l'avenir de la planète. On essaie ce qu'on peut, quoi. On essaie de faire ce qu'on peut à notre niveau. Et avec nos moyens aussi. Pour nous, faire un enfant biologique, même si l'envie est là, mais la question reviendra sur le tapis si vraiment on voit que c'est difficile d'adopter parce que on connaît les complications de l'administration. Mais on part du principe qu'il y a tellement d'enfants dans le monde qui n'ont pas de parents que ce serait égoïste en fait. On se voit mal mettre un enfant au monde dans un monde qui déborde déjà de gens et dans quelle direction il va. Honnêtement, on ne sait pas où ça va d'un point de vue écologique. Mais voilà, donc on se dit autant on trouverait plus de satisfaction et plus de bonheur, d'épanouissement personnel à adopter un enfant qui est malheureux, qui n'a pas de parents et à lui donner une belle vie où il sera aimé et chéri et puis nous ça nous suffit parce qu'on n'a pas besoin du lien du sang pour aimer un enfant. Moi je le sens. Donc nous on n'est pas fermés du tout à cette idée. Mais on n'a pas encore creusé le sujet. On verra ça dans 2 ans. Vous reviendrez. On va faire une vidéo. Et puis, quand vous leur parlez de ça, votre famille, elle trouve l'idée bien, ou alors il y a des questions qui se posent, ou alors vous n'en avez pas du tout parlé. De mon côté, mon père a un petit peu plus de mal avec l'idée d'un enfant adopté sans lien de sang. Il est très à cheval sur les liens du sang. Il est très à cheval sur les liens du sang. Ma mère, rien à foutre. Ma mère, rien à foutre non plus, et mon père, rien à foutre. Voilà, il y a juste à côté de mon père, mais on va travailler au corps pour... Et pour vous, la famille, c'est très important. Parce que vous en parlez beaucoup. C'est très important. Sans la famille, on n'a rien en fait. Le cercle proche est très important. C'est-à-dire qu'il y a la famille au sens large, qu'on ne voit presque jamais. Famille Mais oui, les parents, les frères et sœurs, les amis très proches. Les meilleurs amis qui font partie de la famille au même titre qu'un frère ou une sœur. Le petit groupe qu'on avait à notre mariage. On était 17, c'est vraiment les gens dont on est le plus proche, quoi. C'est ça. Il y en a qui sont plus là. Il que toi derrière la caméra. Et donc, pour l'instant, comment ça se passe, votre vie de jeune marié? Ça va? C'est impec. Tout roule. Très drôle, chérie. Nous, ça va. Hein, on a hâte de partir en lune de miel avec notre voiture. Petit voyage à Londres, là. Ouais. Pour speak English. Yes, very well. We going to practice this beautiful language. Oh mon dieu. Non, tout va bien, franchement. On est heureux. T'es heureux? Ça va, je nage. Tu nages dans le bonheur? Et toi, tu nages? Ah, moi je nage. Oui, toi, tu peux tout. Moi j'ai des bouées, mais je nage en... Et la voiture, elle a coûté combien? Alors, c'est tu te laisses parler? Alors déjà en termes d'aménagement, il y en a pour 10 000 € pour ce qui est rente d'accès et décaissement du coffre, 5 000 € pris en charge par la MDPH qui est un organisme public. Donc 10 000 € au niveau de... Juste l'aménagement. Et en plus de ça, on a fait une demande à un organisme privé qui s'appelle l'AGEFIP, AGEPH. Voilà, qui eux aussi ont donné 5 000 €. C'est dans le cadre, parce qu'en fait je travaille. Donc c'est un organisme qui est spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc voilà, 10 000 € d'aménagement. Il n'y a pas tout qui est pris en compte, parce que je crois que c'était 10 600, je crois, en tenant. Non, 10 100, mais 10 100, on avait 22 € à notre charge, je crois. Voilà. Donc, et ensuite de ça, donc le prix du véhicule, ça dépend du véhicule auquel on choisit. Nous, on a décidé de travailler avec un organisme qui gère que sur des Volkswagen Caddy, qui est basé à côté de Strasbourg. Donc le nom de l'entreprise, c'est Dietrich Véhicule. Et donc en tout, il y en a pour à peu près 30 000 € de voitures, donc 10 000 € d'aménagement.
Donc il y a 20 000 euros de voitures sans l'aménagement qui sont financés intégralement par nous puisqu'on a fait un prêt. Ça va être un véhicule qui va aussi me servir pour mon activité professionnelle. Parce que quand on va la faire assurer, on va la faire assurer tout conducteur. Comme ça, si j'ai besoin un jour d'aller à un rendez-vous, tout ça, ma mère pourra m'accompagner et tout. Non, là c'est vraiment... Enfin, je pourrais conduire, mais il faudrait que je passe un permis dans une auto-école spécifique. Je crois qu'il y en a une du côté de Roscoff, mais je suis pas sûre qu'elle soit toujours ouverte. Est-ce que vous avez la capacité physique, enfin... Avec un poste de conduite aménagé, oui. Ce serait une manette Ce comme serait un là. joystick, un peu comme ici. Faudrait que le poste de conduite soit totalement aménagé. Ça existe, mais le permis dans ce genre d'agence, d'auto-école coûte cher. En plus de ça, il faut être sur place pendant de longues semaines, donc c'est un investissement aussi personnel. Et après, forcément, il faut investir dans un véhicule. Et quand on voit que pour un aménagement assez simple, au final, on a réussi à avoir 10 000 euros, mais c'est 10 000 euros max, parce que la MDPH donne maximum 5 000, la GFIP donne maximum 5 000, donc une rampe comme ça, plus un aménagement de poste de conduite, on est sur du 30 000 euros d'aménagement, et donc du coup... t'es basse, et à mon avis, je suis basse, mais au bas mot, et à mon avis, c'est pas pris en charge intégralement, donc ça reste... C'est très élitiste. Vous êtes mariés, vous avez fait un compte commun ou... Oui, on a un conjoint pour le prêt, on se fait confiance. C'est moi qui gère les comptes. Voilà. C'est elle la tête. Hein. Moi, Il va sur le site de la banque, il est là, je comprends rien. Oh, laisse-moi faire. Vas-y, fais à manger, toi. C'est ça. C'est moi qui fais les comptes, c'est lui qui fait à manger. C'est moi qui fais les On a inversé. On pourra pas être un couple dans les années 50. Non, tu vois, ça marcherait pas. Là, normalement, vous avez vu l'interview. On est le lendemain de la parution de l'article. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Il est cool. Bonjour. Donc, merci beaucoup à Canel Corbeil. Oui, parce que moi j'arrive pas à le dire. Moi je dis Canel Corbeil, mais c'est pas super cool donc. Il est un petit peu dyslexique. Donc merci beaucoup aussi à Stéphane pour avoir tenu la caméra tout le long, hein, parce que. Stéphane Spielberg-Warin, notre grand réalisateur de type qualitatif. Je sais pas où est la caméra. Elle est là. Ah, elle est là. J'ai mis mon doigt dessus. Caméra. Et donc, donc merci beaucoup Canel pour l'interview, merci à tout le monde, on a trop fans. Bonjour aux nouveaux abonnés qui sont là, parce que du coup, on a eu... Une dizaine d'abonnés. Une petite dizaine, on est content, on élargit le cercle, là, on fait un câlin. Ne prenez pas peur surtout, hein. Ne prenez pas peur. Il est inoffensif. Un peu con. De câlin. Bon, du coup, on va se quitter là-dessus. On espère que l'interview vous a plu. Ouais, on reviendra, je sais pas quand. On aimerait bien vous proposer plus de vidéos, mais tant qu'on en revient toujours à cette histoire de voiture au mois d'août. Donc, pour l'instant... Travelling vertical. Travelling vertical. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. On va voir. On improvisera. On trouvera bien des occasions. N'est-ce pas ? Oui. Tu te fais tripoter l'oreille. Oh. T'aimes ça ? Oh oui. Non mais... Au revoir.